Vous êtes toujours présent pour ce Retail Connect. Merci d'être présent avec nous, voilà, ici dans la salle, et d'être présent aussi chez vous, parce que dans ces éditions digitales maintenant de ce genre d'événement, vous êtes de plus en plus nombreux à pouvoir nous suivre à distance, et on vous en remercie. Vous avez un chat qui est mis à votre disposition, n'hésitez pas à l'utiliser pour poser vos questions pour cette dernière conférence ici, en tout cas dans cet espace au Shack. Et pour cela, je suis accompagné de Yosser et de Sébastien de Wiser. Bonjour à vous. Bonjour, c'est bien prononcé du premier coup, bravo. J'ai pas du tout triché, j'ai un peu triché, peut-être, c'est possible. On va parler IA aujourd'hui, c'est ça? Exactement, IA et qualité de données. Est-ce qu'on peut avoir un petit teasing sur de quoi ça va parler du coup? On parle de mise en qualité de données sémantiques automatisées grâce à l'intelligence artificielle. Un beau programme pour cette dernière conférence. Sébastien Yosser pour Wiser. N'oubliez pas le chat à votre disposition. Très bien, super. Merci. Pour commencer, j'aime bien raconter un peu la jeunesse de Wiser. D'où vient l'idée? L'idée vient quand j'étais, avant Wiser, j'étais Chief Data Officer de L'Oréal, de la filiale française de L'Oréal. Et à ce titre, j'ai mis en place des projets data. Et entre autres, tiens, voilà, ça c'est les joies du PDF. Et entre autres, j'ai mis en place un algorithme de scoring d'enseignes. On voulait arriver à scorer les enseignes pour arriver à optimiser le portefeuille produit qu'on distribuait dans les différentes enseignes. Un sujet de scoring d'enseigne, c'était à peu près 12 semaines de travail, ce qui peut paraître assez long. Moi, ça me paraissait long. Et du coup, je suis allé un peu creuser pour essayer de comprendre pourquoi ça prenait tant de temps. Et quand on regardait la façon dont était construit un projet, il y avait 2 semaines de scoring, de modélisation, de fabrication du modèle, là où se crée vraiment la valeur, là où on sort des insights. Et il y avait 10 semaines de préparation des données. Et alors 10 semaines, c'est quand même le gros du temps de préparation d'un projet comme ça. Et je me suis posé la question, qu'est-ce qu'ils font pendant 10 semaines? J'avais une super équipe, des gens qui étaient super forts, qui étaient extrêmement engagés. Je savais qu'ils n'étaient pas en train de se tourner les pouces. Et en fait, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils passaient les 3/4 de leur temps en réunion avec le business. Et le quart du temps restant à mettre dans des tableurs Excel ce qu'ils avaient compris dans les réunions avec le business. Alors, qu'est-ce qui se passait dans les réunions avec le business? Il se passait des choses comme ça. Ils voyaient des tas de mots dans des tableurs. Il y en a certains qui comprenaient, il y en a certains qui ne comprenaient pas. Et ils avaient besoin de comprendre ce que voulait dire APSH, App SHPG, AppChamp. Ils avaient besoin de comprendre qu'en fait, tous ces mots-là voulaient dire après-shampoing. Ça, c'est une catégorie de choses qu'ils faisaient dans ces réunions avec le business. Ils faisaient une autre catégorie de choses, la catégorisation. Ils se retrouvaient avec des longues listes de produits, comme ça, qui n'étaient pas nécessairement rangés ou pas nécessairement bien rangés. Donc, ils avaient besoin de comprendre qu'est-ce qu'était un démaquillant, qu'est-ce qu'étaient des fonds de teint, qu'est-ce qu'étaient des rouges à lèvres. Une information qui était très facile d'accès dans la tête des experts business, en gros des chefs de produits, des chefs de groupe, des directeurs marketing des marques L'Oréal, mais qui n'étaient pas nécessairement présents dans la tête des data scientists bac plus 5, 6, 7, 8 que j'avais dans mon équipe. Qu'est-ce qu'ils faisaient aussi? Ils avaient des descriptifs produits, comme ça, qui étaient de tout venant, et ils avaient besoin de ranger, ils avaient besoin d'extraire des éléments de ces descriptifs produits pour les ranger dans des colonnes. Et puis, ils avaient besoin aussi de faire des dédoublonnages. Ils avaient parfois des listes de produits, et il y avait parfois des produits identiques dans ces listes. C'était très difficile à repérer quand on ne connaissait pas. Ils avaient besoin de dédoublonner ces produits. Donc ce temps passé me paraissait complètement absurde. Donc à l'époque, c'est l'intérêt d'être chez L'Oréal, on peut interroger le marché. Donc je me suis dit, je vais chercher des solutions sur le marché pour résoudre tous ces problèmes qui sont des problèmes assez simples à résoudre avec un esprit humain, mais extrêmement longs et fastidieux parce que c'était des heures et des heures carrées passées à modifier ces données sur des tableurs. J'ai fait un appel d'offres accompagné de Gartner et je n'ai trouvé aucune solution. Donc c'est pour ça que j'ai quitté L'Oréal pour monter Wiser. Wiser, on voulait en faire, normalement il y a un joli logo qui tourne ici. L'idée de Wiser, c'était de faire une API de normalisation de données sémantiques.
Donc on s'est mis à 4. Donc Jean-Philippe, mon premier associé, Yosser qui est là avec nous, et Arjun sur la partie technique. Et aujourd'hui, on est backé par Orange Venture et Naota Capital, un fonds de VC. Ça fait 3 ans. Et là, j'ai la fierté de vous présenter l'équipe qui développe Wiser. Aujourd'hui, on est presque une quarantaine. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait quelque chose d'assez simple. On fait une API qui prend du texte à plat, déstructuré, et qui rend du texte qu'on a modifié en fonction de tout ce qu'on s'est dit avant, qu'on a standardisé, labellisé, etc. On rentrera un peu dans le détail. Mais comme on ne peut pas faire ça tout seul, parce qu'il y a beaucoup de technologies là-dedans, qui devinent énormément des actions qu'il y a à faire, mais il y a beaucoup d'éléments pour lesquels on a besoin du business. Ces fameuses réunions que faisaient mes data scientists, j'ai voulu les supprimer. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une interface exposée au business qui permet de configurer l'API. À partir du moment où le business configure l'API, avec sa connaissance du contexte culturel dans lequel les données sont produites, utilisées et valorisées, l'API peut fonctionner automatiquement. On va y venir sur des exemples très concrets. Et d'ailleurs, Boticinal, je vais passer la parole à Yosser. Super. C'est bon, tout le monde entend? Super. Du coup, on a trouvé intéressant de vous présenter un cas client. Donc, je vais commencer par présenter un peu Boticinal, qui est notre client. C'est un réseau de pharmacies et de parapharmacies. D'ailleurs, si vous avez pris le RER A pour aller à la Défense, il y a la pharmacie du RER qui est à l'intérieur de la gare et ça fait partie de leur réseau. Et donc, Boticinal, attendez, voilà. C'est à peu près 50 points de vente, c'est à peu près 60 000 références et je pense qu'il va augmenter jusqu'à 100 000 à la fin de l'année. Et c'est plus de 400 marques. Et en fait, ils ont un site e-commerce sur lequel ils récupèrent en fait, ces produits-là de leurs fournisseurs et ils les revendent sur leur site. Et du coup, on a commencé avec eux à partir d'un projet qui était pour l'équipe e-commerce. Donc l'e-commerce, ils avaient une problématique qui est la qualité de la fiche produit. Quand je récupère un produit, surtout sur la parapharmacie, je récupère un produit parapharmaceutique de mon fournisseur, je dois réécrire les données, donc c'est-à-dire réécrire le libellé, bien catégoriser le produit dans le bon filtre du site e-commerce, regrouper mes produits pour que le consommateur les retrouve ensemble, les produits qui sont similaires, etc. Aujourd'hui, c'est fait à la main. Ça prend énormément de temps et c'est presque impossible en fait, de le faire sur toutes les gammes. Il y aura plus que 400 marques. Donc, et il y avait aussi une notion, un enjeu pour l'e-commerce, c'est ce qu'on appelle le go-to-market des produits, c'est-à-dire du moment où je signe avec un nouveau fournisseur, que je récupère son produit, il faudrait que le produit passe avec le moins de temps possible en phase consommateur, qui passe sur le marché. Améliorer la conversion du site, effectivement, parce qu'il faut améliorer la fiche produit. Et du coup, suite à ça, donc il y avait l'équipe e-commerce, il y a plusieurs d'autres équipes qui se sont greffées au projet parce qu'il y avait une notion, en tout cas, de qualité de données centrale au niveau de l'entreprise où tous les métiers vont pouvoir bénéficier de cette qualité de fiche produit. Et donc, on a créé tout un projet avec eux, donc avec des partenaires, pour retravailler sur la qualité de la donnée, fiabiliser la fiche produit et automatiser surtout, c'est ça le sujet, automatiser la qualité de la fiche produit. Oui. Pardon, sur le site le problème, c'est qu'ils ont plusieurs fournisseurs et les fournisseurs n'utilisent pas les mêmes conventions de nommage. Donc, chez Boticinal, il y a une structure de produits en particulier, sauf que le fournisseur, en fait, quand ils envoient les données, en fait, la fiche n'est pas la même, on n'a pas les mêmes labels, on n'a pas les mêmes colonnes, on n'a pas les mêmes valeurs dans les colonnes, et donc il y a des gens qui la retravaillent. Et aussi, c'est hyper important, merci pour le point, c'est que Boticinal, ils ont pris le choix de ne pas imposer un référentiel à leurs fournisseurs, c'est-à-dire qu'ils ne demandent pas à leurs fournisseurs d'écrire la donnée dans leur référentiel, ils récupèrent le référentiel tel qu'il est. Et du coup, on se retrouve avec des sources de données hétérogènes, avec le même produit qu'on récupère depuis plusieurs fournisseurs qui n'est pas créé de la même manière, où il n'y a pas les mêmes informations dessus, où la granularité de la donnée, elle n'est même pas la même. Il y a des exemples, quelques slides plus loin, vous allez voir les différences qu'on récupère. J'entends pas très bien en fait. Oui. Oui, alors, oui, ça c'est plus. Ayant travaillé plusieurs années chez L'Oréal, qui fabrique ses propres produits, c'est pas si simple. Parce que premièrement, quand il n'y a pas eu de gouvernance de données, quand il n'y a pas de gouvernance de données au niveau central,
La même marque chez L'Oréal peut produire des descriptifs produits qui vont changer dans le temps. App, plus loin, SHPG, je l'ai vu 1000 fois. Il y a 1000 façons de réduire le mot shampoing qui est très long. Et chacun y va de sa propre imagination, premièrement. Deuxièmement, quand vous produisez vos propres produits, vous avez parfois besoin de données qui viennent de l'extérieur, qui décrivent vos propres produits. Et là, à nouveau, vous vous retrouvez avec une donnée extrêmement hétérogène parce qu'il n'y a pas de convention de nommage à la source. Donc, ça ne règle pas tous les problèmes. Alors, effectivement, le problème, c'était qu'aujourd'hui, en fait, on a commencé avec Boticinal. Le projet, ça a commencé, comme je dis, avec un projet e-commerce, mais auquel s'est greffé pas mal d'équipes. Il y avait tout un projet global de structuration du référentiel produit, donc avec l'implémentation d'un nouveau PIM, donc une solution de PIM. Et aujourd'hui, ce PIM-là, il doit être nourri ou alimenté de plusieurs sources de données. Et donc, ce qu'on a mis là, des ERP différents, en fait, c'est les bases où la donnée des différents fournisseurs arrive. Le problème qui se passe ici, c'est que la donnée, ici, elle est écrite d'une certaine manière. Dans le bleu, elle est une autre manière. Et dans la verte, c'est pareil. Et donc, il y a énormément d'efforts de réconciliation de la donnée qui est aujourd'hui fait à la main ou qui doit être fait à la main, parce qu'on ne peut pas mettre dans le PIM des données qui sont déjà, qui ne sont pas réconciliées. Donc, il faut retravailler sur la qualité de données en amont du PIM pour les injecter dans le référentiel produit finalisé. Et donc, c'est là où nous, on est intervenus. Donc là, ça, c'est la brique qui a été remplacée par Wiser aujourd'hui. C'est cette brique-là. Donc nous, ce qu'on fait globalement, et là, on va rentrer dans le détail, c'est récupérer les différents flux des fournisseurs, c'est réconcilier la donnée, donc réécrire dans le même, standardiser les données dans la même convention de nommage, c'est regrouper, catégoriser automatiquement les produits et principalement, on va rentrer là dans le détail. Donc, un exemple qu'on a pris des produits. Là, il y a trois manières différentes de décrire le même produit. C'est le même libellé. Donc là, c'est un goupillon de biberon. C'est un goupillon pour nettoyer les biberons. Voilà. Moi, j'aurais rêvé d'en avoir un quand ma fille avait l'âge de boire des biberons. Et du coup, il y a trois manières d'écrire, mais c'est le même produit. Et nous, ce qu'on fait, on va automatiquement repérer que c'est le même produit et on va le réécrire dans la manière, dans une unique convention de nommage pour que ça passe. On a un unique libellé pour le PIB. Deuxième cas d'usage, par exemple, c'est créer une notion de produit référent et des variantes. C'est-à-dire, quand vous allez sur un site e-commerce, peu importe le site, vous allez, par exemple, aller sur une crème solaire de la marque Nux, peu importe. Si vous voulez une certaine contenance, normalement, l'expérience client du site, vous n'allez pas sortir de la fiche pour chercher celle de la contenance 100 ml alors que vous êtes 130 ml. Et en fait, c'est une notion qu'on appelle produit référent et produit variante. Et les variantes, ça peut être des variantes de contenance, ça peut être des variantes de saveur. Par exemple, les gels douche, c'est la même marque, mais en fait, ils ont des saveurs différentes. Ça peut être des variantes je ne sais pas, là, c'est par exemple pour les crèmes solaires des SPF différents, etc. Et donc, automatiquement, pour Boticinal, les données, enfin les produits, ils arrivent à plat. C'est-à-dire, ils n'arrivent pas avec une notion de variante. Chaque produit, c'est une fiche. Et donc, ce que font les gens à la main, ils vont les regrouper pour les mettre sous la notion de produit référent et variante. Et donc, nous, ce qu'on fait automatiquement, c'est que quand on récupère ces données-là, on va les regrouper automatiquement et on va dire que ces trois produits-là, c'est des variantes du même produit. Donc là, l'exemple d'Ercos shampoing sensitif à baie sans gras. Et la difficulté, c'est que ce regroupement-là, comme j'ai dit, ce n'est pas les mêmes règles tout le temps. Des fois, c'est la contenance, des fois, c'est le SPF, des fois, c'est la couleur, j'en sais rien. Et du coup, on ne peut même pas créer des règles à la mano pour dire si la contenance est différente, alors on regroupe. Et c'est là où l'intelligence artificielle est plus intéressante. Et le troisième cas. Alors là, il y a un bon exercice, c'est repérer dans cette liste, il y a deux produits identiques. Ouais, bon. Ça va être compliqué, même pour moi, là, je ne vois pas très bien. Et donc là, pareil, ces deux produits, c'est les mêmes. Donc, alors ça, c'est un piège, parce que regardez, ici, vous avez un fermeté Nivea Hyaluron Cellular Filter, et en fait, vous le retrouvez là. Pourquoi ils ne sont pas arrangés en ordre alphabétique? Parce que lui était vendu avec un autre produit. C'était un bundle. Mais résultat, n'empêche que ces deux produits-là sont quand même les mêmes. Donc, avec un œil humain sur une liste de 50 000 produits, c'est impossible à faire. L'intelligence artificielle permet très facilement de rapprocher cette ligne-là et cette ligne-là.
Quand vous dites actualisation de la gamme, c'est-à-dire? Oui. Alors, quand on parle de 60 000 références, changer un produit sur 60 000, l'impact en fait sur l'apprentissage de notre algorithme, il n'est pas énorme. Après, revenir en arrière, ça c'est quelque chose, enfin c'est un système réversible, hein, donc on peut revenir en arrière. On peut, en fait, c'est un algorithme, on lui apprend. On lui apprend au fur et à mesure qu'on valide des choses, il va apprendre plus. Donc on peut toujours revenir en arrière. Et plus, enfin, si c'est 20 produits sur 60 000, c'est pas très. C'est pas très. Ouais. Oui. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il peut y avoir des nouveaux mots qui arrivent qu'on n'a jamais vus. Une nouvelle gamme Nivea, effectivement. Et là, à ce moment-là, ce nouveau mot, on l'a jamais vu et on ne sait pas l'interpréter. Et là, on va devoir réinterroger le business pour répondre aux questions sur des nouveaux mots qu'on n'a jamais vus. C'est très logarithmique, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de boulot au début. Et puis après, plus ça va, moins il y en a, parce que finalement, c'est pas très fréquent qu'il y ait des nouveaux mots complètement out of the blue qui arrivent. Et plus ça va, moins il y a d'interrogations des experts. Et du coup, vous l'aurez compris, donc là, cette brique-là, tout à l'heure, il y avait un point d'interrogation qui arrive vers le PIM, bah, c'est Wiser. En gros, toutes les données arrivent dans une sorte de data lake. Et en fait, le data lake, il interroge notre API. À chaque fois qu'il y a un nouveau produit qui arrive, imaginons un produit du bleu, il lui dit, bah, j'ai ce nouveau produit. Est-ce qu'il est doublant avec un ancien produit? Oui ou non? S'il est doublant, on le rajoute en point de vente. Est-ce qu'il est variante d'un produit référent? Oui et non, bah, donnez-moi son produit référent. Est-ce que le libellé est bon? Réécrivez-moi le libellé dans le bon sens, etc., etc. Et donc, le produit, il repart vers le PIM, bien écrit, bien catégorisé, appartenant automatiquement à sa fiche. Voilà. Les impacts. Il y a deux grandes catégories. Wiser produit deux grandes catégories d'impact. La première catégorie, c'est le temps. On réduit le temps. En fait, ça va même plus loin parfois, parce que là, c'est des gains importants, hein. On réduit de 3/4 sur le go-to-market, c'est-à-dire que là où il fallait à peu près 2 semaines entre un moment où une liste de nouveaux produits, le jour où Derco s'est référencé et le moment où on était en capacité de le publier sur le site, il fallait facilement 2 ou 3 semaines, parce que les équipes ont du temps et c'est compliqué à faire. Là, c'est très très fortement réduit. Et en fait, à terme, ça pourrait être réduit à quasiment rien, hein, puisque plus ça va aller, plus ça va se réduire. Et ensuite, le projet, la mise en place du projet, comme on a une API extrêmement simple à intégrer, ça s'est fait très très rapidement. Donc très vite, on a su on sait qu'on gagne du temps. Les impacts plus long terme, on manque encore un peu de recul parce que là, c'est côté business chez les clients. On a d'autres clients, on a plus de recul. Chez Boticinal, on l'a pas. Ce qu'on sait, mais ça c'est le marché qui le sait, c'est que des fiches produits de bonne qualité, des moteurs de recherche qui filtrent bien, ça améliore le taux de conversion. Très classiquement. Et ensuite, et ça pour l'avoir fait moi sur les sites internet, il y avait 11 sites e-commerce chez L'Oréal, dès qu'on a une information produit plus granulaire, on a des leviers très très forts d'optimisation du portefeuille et d'amélioration des bundles, des achetés avec, etc. Donc on sait que là, on a des gros réservoirs de croissance le client a des gros réservoirs de croissance. Ça, c'est plus nous qui le faisons, hein, c'est pas du tout notre métier. Le métier de Wiser, c'est de mettre la donnée en qualité de telle sorte que ce genre de projet soit réalisable. Et il y a des projets sur lesquels le gain de temps est infini, puisque c'est des projets qui ne se faisaient pas sans nous, en fait. Des trop gros volumes de données avec des niveaux de qualité trop faibles qui faisaient que y a l'automatisation de l'assortiment chez Monoprix, par exemple, c'est un projet qui ne se faisait pas, faute de données de qualité, et qu'ils vont pouvoir faire parce qu'ils vont pouvoir mettre les données à un niveau de qualité. Et du coup, le projet, comment ça s'est déroulé concrètement? Donc, il y a eu 3 phases dans le projet. Nous, on est en cette phase-là d'exploitation, donc on a tout mis en production et là, on calcule le ROI. Mais en gros, au début, donc, il y avait eu toute une phase où Boticinal, ils ont un peu choisi leur produit, enfin leur outil PIM. Et ils ont structuré les flux, ils ont structuré la structure, le référentiel produit, à quoi il doit ressembler, le référentiel cible, etc. Ils ont commencé à faire sur tout l'historique des données produits, à faire tout seul sur Excel. Et c'était impossible.
impossible à faire. Il n'y a pas assez d'experts métiers pour le faire. Il n'y a pas le temps. C'est hyper chronophage. C'est impossible à le faire à la main. Et c'est là où Boticinal sont venus nous chercher et nous parler pour nous dire c'est impossible en fait que tout ce legacy-là, cet historique, on puisse le transformer dans la structure cible et surtout sur le run. Aujourd'hui, si je fais un deal avec un nouveau fournisseur, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dois tout retravailler à la main? Et c'est là où on est intervenu avec eux pour automatiser cette partie. Donc, il y a eu toute une partie un peu de paramétrage au début. Donc, que ce soit côté l'outil référentiel pour le paramétrage du référentiel et nous, même le paramétrage de notre intelligence artificielle. C'est de dire, on regarde un peu les différentes catégories, on essaie d'apprendre à l'algorithme certaines choses, on voit jusqu'à arriver à un taux de confiance que le client en a besoin pour dire je fais tout tourner automatiquement, je n'ai pas besoin d'intervenir ou j'interviens sur de simples validations, comme disait tout à l'heure Sébastien. Une fois tout est setupé, donc là le test, Boticinal, ils ont choisi de tester sur 3 marques au début pour voir le process de bout en bout et après généraliser. Donc là on est vraiment sur cette phase-là, on teste sur les 3 marques, on calcule le ROI sur les 3 marques et puis on passera en généralisation de tout le process sur, toutes les gammes. Voilà. Merci pour vos questions. Je ne sais pas s'il y a eu des questions sur le chat. Pas encore, mais du coup, c'est le moment de le faire. Voilà, il faut le rappeler. Est-ce que vous avez des questions à poser? Moi, en attendant que... Ah oui, il y en a une. Sinon, j'en avais. Ouais, en fait, la philosophie de Wiser, c'est que nos clients sont des gens qui doivent intégrer des données de plusieurs sources, non gouvernées ou non gouvernables. Et donc, on part du principe que c'est impossible d'aligner les modèles de données. Pour une raison simple, chaque distributeur a besoin de son propre modèle de données. Et donc, même un gros comme L'Oréal ou Procter & Gamble ou Nestlé sont dans l'incapacité de fournir à tous leurs distributeurs la donnée produit dans le modèle où le souhaite le distributeur. Alors, il y a des structures comme GS1 qui organisent, qui standardisent la description de produit. Ils la standardisent sur une certaine quantité d'attributs. Beaucoup sur la marque, les contenants, des trucs très très standards. Donc ça remplit quelques besoins, mais les gens de marketing ont une imagination folle. Et créer en permanence des nouvelles catégories, des nouvelles sous-catégories, des nouvelles sous-sous-catégories. Il y a des marques, il y a des changements de marque, des changements de gamme. Il y a une variété dingue. Moi, quand je devais intégrer des données de panel chez L'Oréal, parce qu'il y a aussi une remarque qu'on nous fait, mais de dire de temps en temps, mais il y a l'EN. L'EN devrait servir à pivoter tous les produits. Mais en fait, ça ne marche pas. Ça ne marche pas sur l'ensemble des produits. Moi, quand je devais intégrer des fichiers comme ça, j'arrivais à intégrer mes fichiers à 70% automatiquement avec l'EN. Il me restait toujours 30% minimum de produits à traiter à la main parce qu'il peut y avoir plusieurs EN sur le même produit. Il a été compté sur Amazon. Il y a plus de 250 EAN pour le stylo bic cristal bleu. C'est un dysfonctionnement dans le système, hein. Ça ne devrait pas, mais il se trouve que c'est comme ça. Donc l'EN n'est pas assez fiable pour faire pivoter de façon efficace tous les produits. Et ensuite, un distributeur comme Boticinal, qui est sur la parapharmacie, travaille avec parfois des petits fabricants, des artisans, qui n'ont pas nécessairement la capacité, la culture de structurer leurs données produits, etc. Et ensuite, la parapharmacie comme la cosmétique, c'est des marchés ultra dynamiques dans lesquels il y a une innovation permanente. Et dès que vous avez posé quelque chose, c'est déjà obsolète. Donc pour tous ces enjeux-là, il y a besoin, c'est pour ça qu'on a choisi tout de suite de travailler en intelligence artificielle, qui n'est jamais fiable à 100%, parce que c'est de l'intelligence artificielle, on n'a pas des codes en dur, mais qui permet d'automatiser la plus grosse majorité de la tâche, ce qui fait qu'il reste un tout petit reste à traiter à la main que l'intelligence artificielle n'a pas su faire. Je pose la question pour le live dans le micro. Sur un cas concret, justement, est-ce que vous avez une estimation du pourcentage que vous avez dégrossi et du pourcentage qu'il a fallu traiter à la main derrière, par exemple sur les 50 000 produits de la pharmacie?
Alors, sur les 60 000 produits, non, il n'y a pas de souci, c'est le même ordre de grandeur. Sur les 60 000, alors il faut comprendre qu'au tout début, il y a un effort de paramétrage. Ça veut dire quoi? On appelle ça initialisation. Il faut donner les catégories, il faut donner un peu des exemples. L'algorithme, il ne peut pas savoir tout seul c'est quoi les catégories que je dois coller à vos produits. Il faut un petit peu alimenter en fait le système au début, et après le système il va apprendre tout seul, et à chaque fois qu'il y a un nouveau produit, il va réussir à le catégoriser par exemple ou à le dédoublonner. Là aujourd'hui, on est sur une précision de 80%. Ça veut dire quoi? Si j'ai un nouveau produit, aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle répond avec une catégorie ou elle répond avec une normalisation, donc elle réécrit le libellé. On a 80% de chances, de probabilité, que tous les travaux de normalisation soient exacts. Soit exact, ça veut dire quoi? Que quand c'est un humain qui les voit, il dit ça, ok, je valide. Je ne sais pas si j'ai répondu du coup à ta question. Voilà. Et on a un enjeu assez fort et on y travaille d'améliorer ces 80%. Mais la plupart de nos clients nous disent 80%, c'est déjà génial parce qu'ils passent de 0 à 80%, donc c'est déjà un énorme progrès. J'en avais encore une, tu as commencé à y répondre en plus. C'était combien de temps ça prend pour vous de le mettre en place? Parce que je vois qu'il y a quand même une phase d'initialisation. Oui. Et vous avez besoin de quoi? Ok. Donc, tout dépend, c'est impossible de donner une réponse généraliste, tout dépend effectivement du cas d'usage. Là, je prends l'exemple de Boticinal avec les 60 000 produits, avec tous les travaux. On a pris 2 mois d'initialisation. Ça veut dire quoi, 2 mois d'initialisation? Il y a une personne, toutes les semaines, elle passe une demi-journée sur notre interface. On a une interface pour configurer l'API et qui dit, voilà un peu les catégories, voilà un peu les groupes que je veux regrouper. Et l'intelligence artificielle, elle lui donne des prédictions, en fait, elle lui expose des regroupements, des catégories possibles, et elle valide. Tout ça pour, à la fin, voir si on arrive à ce 80%. Dès qu'on arrive à ce 80%, là, en fait, la personne, elle ne valide que sur les 20% restants. C'est-à-dire, elle ne valide que pour les choses dont notre intelligence artificielle n'est pas certaine. Et donc là, on expose à une validation humaine. Je ne sais pas si c'est clair. C'est vraiment un processus d'entraînement itératif. Et maintenant, on s'améliore sur ce processus-là parce que quand les clients ont déjà fait ces traitements à la main, c'est-à-dire qu'ils ont déjà quelque part dans leur PC un fichier d'origine et un fichier cible. Et si on expose ces deux fichiers, déjà, en fait, ça fait un pré-entraînement et ça nous permet d'aller encore plus vite pour démarrer. Et en plus, en général, les clients, en tout cas la plupart de ceux qu'on a vus, ils ont déjà testé à la main. Donc, ils ont déjà testé sur Excel. Ils ont vu à quel point c'est compliqué sur Excel. Et là, ils ont commencé à chercher une solution alternative. Et vous récupérez ces fichiers Excel, vous récupérez quoi après comme données de base? Je donne un exemple. Là, ce n'était pas le cas de Boticinal, parce qu'on a tout construit avec eux. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas... En fait, ils ont essayé, mais sur 10 choses sur Excel, ils ont rapidement dit c'est trop de temps, c'est beaucoup de gens à investir dessus. Mais sur d'autres clients, par exemple, ce qu'on nous donne, ils ont déjà des produits, ils ont déjà mis sur 100 produits dans des catégories, par exemple. Ils ont déjà corrigé des standards, c'est-à-dire, je donne un exemple, crème solaire, CRM, ils ont dit oui, ça c'est crème, ou sol, c'est bien solaire, etc. Ils ont déjà fait le travail eux-mêmes sur un bout de leur catalogue. C'est ça, exactement. Ils ont avancé l'initialisation dans une logique de tout traiter à la main, et au bout d'un moment, ils se sont arrêtés en disant bah, c'est trop compliqué. Donc nous, on reprend tout cet apprentissage-là et ça va servir à accélérer encore plus la phase d'initialisation, puisque là, on récupère des choses qui ont été déjà validées par des humains. Oui. Juste en termes de process exact, c'est-à-dire qu'effectivement cette phase d'initialisation-là où on reprend déjà l'existant de ce que le client a pu faire, et derrière après c'est le client lui-même qui va venir enrichir au fur et à mesure. Oui. Et enrichir l'apprentissage de la plateforme du coup. Exactement. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, nous, on récupère cet apprentissage-là. Il y a une phase qu'on appelle de test, c'est-à-dire que l'utilisateur, il teste la pertinence de notre algorithme. Donc, on lui fait faire des validations pour tester. Une fois il est content de ça, là, ce qu'on appelle en plug l'API, ça veut dire qu'on passe en process run industriel, voilà, où un utilisateur, il est alerté uniquement quand il y a une prédiction, donc par exemple une catégorie ou un produit sur lequel notre algorithme n'est pas sûr que c'est la bonne catégorie. Et là, attention, je pense que c'est ça la catégorie, est-ce que vous me confirmez que c'est bon ou pas? Et c'est là, il y a un utilisateur, il intervient sur l'interface pour valider.
D'accord. Du coup, une petite question complémentaire. Vous parlez souvent de catégories, Oui. mais du coup, il peut y avoir beaucoup d'attributs que Oui. votre interface va traiter. Bien sûr. Tout à l'heure, Sébastien, il a montré un tableau où on extrait Ouais, il y les avait 3 attributs. ou 4 colonnes. Voilà, d'attributs. exactement. Ça peut être N, ça peut être. Ça peut être N attributs. attributs, ça peut être les marques, le packaging, l'indice santé, ça peut être n'importe quoi. Et ce qui est intéressant, je trouve que nous, en tout cas, notre démarche, c'est on a une solution flexible dans le sens où on n'a pas des modèles. En fait, le modèle, il s'adapte aux données du client. C'est pas des modèles que nous, on a pré-entraînés sur des données ailleurs, ce qui fait que même au sein de la même entreprise, en fait, entre deux fournisseurs, il n'y a pas la même donnée, il n'y a pas la même granularité de données, et même au sein de la même entreprise, les équipes, ils n'ont pas besoin de la même granularité de la donnée. Nous, on a travaillé pour Monoprix, c'est un de nos premiers clients. L'équipe pricing, il faisait ce travail d'extraction d'attributs depuis le descriptif parce que les attributs qui existaient dans leur référentiel produit, ça n'a pas la granularité dont ils avaient besoin pour pricer le produit. Et en fait, on a créé donc un modèle où il s'adapte vraiment au cas d'usage de ce qu'on veut et à la granularité de données qu'on veut. Okay. Donc, il faut qu'on se parle après. Okay. Ça marche. On serait très contents. Merci. Est-ce que vous travaillez avec des grosses pharmacies? En fait, même dans votre téléphone, dans votre liste de contacts, vous avez des doublons. En fait, il n'y a aucune entreprise dans le monde qui n'a pas un problème de qualité de données textuelles. Et aujourd'hui, 100% des clients qu'on appelle ou qui nous appellent ont un problème de données textuelles. On n'est pas toujours en capacité de le régler. Je veux pas non plus, mais en fait, tout le monde a des problèmes de qualité de données textuelles. Pourquoi? Parce que l'être humain a beaucoup d'imagination, donc utilise beaucoup de mots pour décrire les mêmes objets, a aussi des gros doigts, et donc fait souvent des fautes quand il saisit les données. Et a des contraintes informatiques qui ont pu changer dans le temps. Il y a les problèmes de langue. On sait aussi traiter des fichiers de plusieurs langues différentes. Donc les raisons, la tour de Babel, c'est pas pour rien. Les raisons pour lesquelles une donnée est hétérogène sont extrêmement nombreuses. Et d'emblée, on est parti du principe qu'on n'arriverait jamais à les éliminer parce qu'elles sont inhérentes à la complexité de notre monde économique. Et qu'en revanche, on se met en capacité de les traiter en aval chez l'utilisateur final au moment où il en a besoin. Pour ajouter, puisqu'aujourd'hui on est dans une ère où la donnée devient omniprésente, et je vais donner un cas où on ne peut même pas imposer de référentiel. On travaille avec une agence de marketing Malou. En fait, ils récupèrent des avis clients sur Google. C'est impossible d'avoir des conventions de nommage. Là, les gens, en fait, ils mettent ce qu'ils veulent dans les avis, ils écrivent comme ils veulent, dans la langue qu'ils veulent, avec les abréviations qu'ils veulent. C'est impossible d'imposer un référentiel. Et donc, eux, ce qu'ils veulent, ils récupèrent les avis, ils le font à la main aujourd'hui, et donc avant de commencer à travailler avec eux, de taguer les avis et dire cette partie de l'avis, donc comme l'extraction tout à l'heure, on parle de nourriture, ou ça on parle bien du service, ou ça on parle bien du prix, etc. C'est impossible à faire à la main. Et donc ça, c'est des choses qu'on fait parce qu'on a choisi, c'est notre conviction, qu'il ne faut pas imposer des référentiels. En fait, il faut s'adapter au niveau du cas d'usage final. Je pense que ça répond un peu, mais je pose quand même la question d'Emmanuel. Du coup, ça peut être également utile pour les fiches clients. Pour tout, en fait, quoi. Pour tout. En fait, des duplications des noms de clients, des adresses, que ce soit en B2B, mais en B2C. On a déjà eu le cas B2B avec les noms d'entreprise où les agents, au niveau de la banque, ils écrivent un peu les noms d'entreprise à la main et du coup, ils se trompent, etc. C'est pour tout, en fait. C'est la qualité de données, c'est un sujet chez tous les services, chez toutes les entreprises. Et c'est la même techno. Ouais, en tout cas, la phrase on va discuter après a été sortie. Parfois, des doublons sont créés en caisse et sur le web, par exemple, nous dit Emmanuel. Le ticket de caisse, on adore. Ouais. Parce que les données de ticket de caisse, elles sont souvent générées dans le point de vente lui-même. Il peut y avoir chez un grand distributeur, chez un Leclerc par exemple, qui est un franchisé, peut-être 80% du catalogue où les codes produits sont générés centralement, mais 20% de produits qui sont référencés localement et où les libellés de tickets de caisse sont créés localement. Et là, comment vous voulez faire de la réconciliation sur une carte de feed, etc., avec des libellés produits qui ont été générés localement sans aucune convention de dommage. Donc nous, les tickets de caisse, on adore.
Merci, on les adore. Bah, écoutez, merci beaucoup. Merci à vous d'avoir été là. Merci pour vos questions. C'était Yosser et Sébastien de Wiser. Merci. Merci beaucoup. Et merci à vous d'avoir suivi. Du coup, ici, c'est la fin pour le Retail Connect. Ça se passera encore un petit peu au-dessus. Voilà, il reste encore un petit peu du rab. Voilà, merci à vous.